Dans la nuit du 23 août 1857, quelqu'un a frappé à la porte du bureau du shérif de la paroisse de Saint-Tammany avec une urgence qui a glacé le sang du fonctionnaire de garde. Ce qui a été murmuré à travers cette porte a déclenché une enquête qui serait enterrée pendant 90 ans dans les archives poussiéreuses du palais de justice, scellées par des hommes dont les noms ornent encore aujourd'hui les rues de la Nouvelle-Orléans. Avant de continuer, si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, plongeons dans les ténèbres de cette nuit d'août qui a ébranlé les fondations d'une des familles les plus puissantes du Sud américain. La Louisiane, de 1857, était un État déchiré entre deux mondes. D'un côté, les salons élégants de la Nouvelle-Orléans brillaient de lustres en cristal importés de France, où les dames en crinoline discutaient de poésie romantique et de la dernière mode parisienne. De l'autre, dans les plantations qui s'étendaient le long du fleuve Mississippi comme des royaumes féodaux, régnait un système d'exploitation humaine d'une brutalité qui défie l'imagination moderne. La paroisse de Saint-Tammany, située au nord du lac Pontchartrain, était connue pour ses vastes domaines agricoles où le coton et la canne à sucre enrichissaient une poignée de familles dont l'influence s'étendait jusqu'au couloir du Capitole à Washington. Parmi ces dynasties, aucune n'était plus respectée, plus crainte que la famille Caldwell. Le sénateur Nathaniel Caldwell était un homme dont la présence commandait le respect immédiat. À 52 ans, ses tempes grises et sa stature imposante en faisaient l'incarnation même du gentleman sudiste. Élu au Sénat des États-Unis en 1853, il était considéré comme l'une des voix les plus éloquentes en faveur des droits des États, un défenseur passionné de ce qu'il appelait pudiquement l'institution particulière du Sud. Ses discours enflammés résonnaient dans les chambres législatives et sa plantation, Belhaven, était réputée comme l'une des plus prospères et des mieux gérées de toute la Louisiane. Belhaven s'étendait sur plus de 3000 acres de terre fertile. La demeure principale, une construction majestueuse de style néo-grec, avec ses colonnes blanches et ses balcons en fer forgé, dominait une allée bordée de chênes centenaires drapés de mousse espagnole. Derrière cette façade de splendeur et d'ordre, plus de 230 personnes vivaient et travaillaient, dans des conditions qui variaient selon leur position dans la hiérarchie complexe de la plantation. Les esclaves domestiques, une vingtaine environ, vivaient dans des quartiers attenants à la maison principale. Ils portaient des uniformes propres, mangeaient les restes de la table du maître et jouissaient d'un statut privilégié qui les séparait irrémédiablement de leurs frères et sœurs des champs. Ces derniers, la vaste majorité, habitaient dans ce qu'on appelait les quartiers, une série de cabanes en bois brut disposées en rangées strictes à près d'un demi-mile de la grande maison, suffisamment loin pour que les cris et les pleurs ne perturbent pas la tranquillité des maîtres. C'est dans ce monde rigidement structuré, où chaque personne connaissait sa place et où les transgressions des frontières sociales étaient punies avec une sévérité impitoyable, que vivait Catherine Caldwell, née Beaumont, épouse du sénateur et maîtresse de Belhaven. Catherine était une énigme pour la société qui l'entourait. À 38 ans, elle possédait encore la beauté délicate qui avait captivé le jeune Nathaniel lors d'un bal à la Nouvelle-Orléans 20 ans auparavant. Mais au fil des années, quelque chose s'était éteint dans ses yeux bleus. Les dames de la paroisse murmuraient qu'elle souffrait de mélancolie, cette maladie mystérieuse qui affligeait les femmes sensibles. Elle passait de longues heures dans sa chambre, refusant parfois de descendre pour les repas, et avait développé l'habitude troublante de promenades nocturnes dans les jardins de la propriété. Le docteur Pemberton, le médecin de famille, avait prescrit du laudanum pour ses nerfs, comme on disait à l'époque. Mais le laudanum, cette teinture d'opium si répandue dans les armoires à pharmacie victorienne, n'avait fait qu'aggraver ses états d'absence et ses comportements erratiques. Le sénateur, préoccupé par sa carrière politique et ses affaires, confiait la surveillance de son épouse à sa sœur, Eugénie, une femme austère qui résidait à Belhaven depuis le décès de son propre mari.
Les esclaves de la maison parlaient à voix basse de Madame Catherine. Certains disaient qu'elle était possédée par des esprits tourmentés. D'autres, plus pragmatiques, pensaient simplement qu'elle était devenue folle de solitude et de désespoir dans cette grande maison où l'amour était une denrée plus rare que l'or. Mais ce que personne n'aurait pu imaginer, c'était la véritable nature du secret que Catherine portait. Un secret qui allait exploser cette nuit d'août avec la force d'un ouragan ravageant les apparences soigneusement maintenues. L'été de 1857 avait été particulièrement étouffant. La chaleur humide s'accrochait à la terre comme un linceul moite, et même la nuit n'apportait qu'un soulagement minimal. Les moustiques bourdonnaient en nuées épaisses, et l'air portait l'odeur lourde de la végétation en décomposition mêlée à celle de la fumée des feux de camp dans les quartiers des esclaves. C'était une nuit sans lune. Les étoiles brillaient faiblement à travers l'atmosphère épaisse, offrant à peine assez de lumière pour distinguer les silhouettes des arbres. Dans la grande maison, les lampes à huile s'éteignaient une à une, alors que les occupants se retiraient pour la nuit. Le sénateur Caldwell était absent, retenu à Washington par des débats cruciaux sur l'expansion de l'esclavage dans les nouveaux territoires de l'Ouest. Il ne devait pas rentrer avant la fin du mois. Ce fut Josiah, le contremaître principal de Belhaven, qui déclencha la chaîne d'événements qui allait mener à la catastrophe. Josiah était un homme de couleur libre, une situation rare mais non unique dans la Louisiane antebellum. Son père avait acheté sa liberté 30 ans auparavant, et Josiah avait gravi les échelons pour devenir l'homme de confiance du sénateur Caldwell, responsable de la surveillance des opérations quotidiennes de la plantation en l'absence du maître. Cette position faisait de lui un personnage détesté par beaucoup. Les esclaves le craignaient pour sa main ferme et son refus de tolérer le moindre manquement à la discipline. Les Blancs pauvres de la région le méprisaient comme un traître à sa race, un homme qui avait vendu son âme pour un semblant de pouvoir. Mais Josiah se souciait peu de ses opinions. Il avait une femme et 3 enfants à nourrir, et dans le monde impitoyable de la Louisiane esclavagiste, il avait appris que la survie exigeait des compromis douloureux. Cette nuit-là, Josiah faisait sa ronde habituelle. Les vols de nourriture et les escapades nocturnes étaient des problèmes constants, et il était de sa responsabilité de maintenir l'ordre. Vers minuit, alors qu'il passait près du fumoir où l'on conservait le porc salé, il remarqua une lumière vacillante dans les quartiers des esclaves. Ce n'était pas inhabituel en soi. Malgré les règles strictes interdisant les feux après le couvre-feu, les gens trouvaient toujours des moyens de se réchauffer ou de se réunir discrètement. Mais cette lumière venait d'une cabane particulière, celle occupée par un homme nommé Samuel et sa famille. Samuel était arrivé à Belhaven 5 ans auparavant, acheté lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. C'était un homme dans la trentaine, grand et silencieux, qui gardait ses pensées pour lui-même. Il travaillait comme charpentier, une compétence précieuse qui lui valait certains privilèges. Il avait une femme, Ruth, et 2 jeunes enfants. Aux yeux de Josiah, Samuel était un travailleur fiable mais distant, quelqu'un qui ne causait jamais de problème, mais ne montrait jamais non plus de gratitude excessive pour les petites faveurs occasionnellement accordées. Josiah s'approcha silencieusement de la cabane de Samuel, ses bottes craquant à peine sur le sol sec. À travers les fentes dans les planches de bois brut, il pouvait voir l'intérieur faiblement éclairé par une bougie. Ce qu'il vit le figea sur place. Une femme blanche se tenait dans la cabane. Elle portait une robe de nuit simple, ses cheveux blonds défaits tombaient sur ses épaules. Il n'y avait aucun doute possible sur son identité. C'était Catherine Caldwell, la maîtresse de Belhaven. Elle parlait à voix basse avec Samuel. Josiah ne pouvait pas entendre les mots, mais l'intimité de la scène était indéniable. Ruth, la femme de Samuel, se tenait dans un coin sombre avec les enfants, observant en silence. Catherine tenait quelque chose dans ses mains, quelque chose qu'elle tendait à Samuel. Le sang de Josiah se glaça. Il comprenait immédiatement les implications catastrophiques de ce qu'il voyait. Une femme blanche de la haute société, l'épouse d'un sénateur,
seul avec un esclave noir dans sa cabane au milieu de la nuit. Dans le sud de 1857, une telle transgression ne pouvait signifier qu'une seule chose dans l'esprit des gens, et les conséquences seraient terrifiantes. Josiah se retira aussi silencieusement qu'il était venu, son esprit en tumulte. Il savait qu'il devait agir, mais chaque option qui s'offrait à lui était empoisonnée. S'il gardait le silence et que quelqu'un d'autre découvrait la situation, il serait accusé de complicité. S'il révélait ce qu'il avait vu, il déclencherait une tempête qui détruirait des vies, y compris peut-être la sienne. Pendant 1 heure, Josiah marcha dans l'obscurité, déchiré par l'indécision. Finalement, guidé par ce qu'il considérait comme son devoir envers le sénateur Caldwell, qu'il avait élevé à sa position actuelle, il sella son cheval et partit pour le bourg le plus proche, où résidait le shérif adjoint Marcus Deveraux. Deveraux était un homme dans la quarantaine, le visage marqué par la variole et les abus d'alcool. Il avait été réveillé par les coups insistants de Josiah à sa porte et avait écouté le rapport avec une expression qui passait de l'incrédulité à l'horreur. Après avoir fait jurer à Josiah de garder le silence absolu, Deveraux avait immédiatement envoyé un message au shérif principal, Harrison Whitfield, qui résidait plus loin dans la paroisse. À l'aube, 3 hommes se dirigeaient vers Belhaven. Le shérif Whitfield, son adjoint Deveraux, et le juge Cornelius Hayes, un ami proche du sénateur Caldwell qui avait insisté pour les accompagner dès qu'il avait eu vent de la situation. C'était une délégation inhabituelle pour ce qui aurait normalement été une affaire simple. Mais tous comprenaient que rien de simple n'existait dans cette situation explosive. Ce qui s'est passé ensuite à Belhaven ce matin-là reste l'objet de versions contradictoires. Les archives officielles de la paroisse de Saint-Tammany pour les mois d'août et septembre 1857 présentent des lacunes suspectes. Des pages ont été manifestement retirées des registres, laissant des bords déchirés et des séquences de dates discontinues. Ce qui peut être reconstitué provient de sources fragmentaires. Des lettres privées, découvertes des décennies plus tard. Des mentions cryptiques dans des journaux intimes, des rumeurs transmises à travers les générations par les descendants des esclaves de Belhaven. Selon le témoignage ultérieur d'une esclave domestique nommée Anna, les 3 hommes sont arrivés à la grande maison, alors que le soleil commençait tout juste à chasser l'humidité nocturne. Eugénie, la sœur du sénateur, les a reçus dans le salon, son visage aussi blanc que le plâtre des murs. On l'a envoyé chercher Catherine, qui est descendue 1 demi-heure plus tard, vêtue d'une robe du matin parfaitement correcte, ses cheveux soigneusement arrangés, comme si de rien n'était. L'entretien a duré plus de 2 heures. Les portes du salon étaient fermées. Mais Anna, qui avait été postée dans le couloir pour servir du café, a entendu des bribes de la conversation à travers le bois épais. La voix du juge Hayes, d'habitude si posée, était tendue et urgente. Celle de Catherine restait étrangement calme, presque détachée. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait », aurait dit le shérif Whitfield à un moment. « Vous ne pouvez pas comprendre. » La réponse de Catherine, si Anna l'a rapportée correctement, fut déconcertante. « Je comprends parfaitement. C'est vous qui refusez de voir. » Pendant ce temps, dans les quartiers des esclaves, une autre scène se déroulait. Josiah, accompagné de 2 contremaîtres blancs recrutés hâtivement parmi les plantations voisines, avait été chargé d'arrêter Samuel. Ils ont trouvé la cabane vide. Samuel, Ruth et leurs 2 enfants avaient disparu. Cette disparition a déclenché une panique immédiate. Dans la Louisiane de l'époque, un esclave fugitif n'était pas seulement une perte économique, c'était un acte de rébellion qui menaçait l'ordre social tout entier. Des patrouilles de vigiles, ces groupes de blancs armés autorisés à contrôler les mouvements des Noirs libres et esclaves, ont été mobilisés. Des chiens ont été amenés de plantations voisines. La chasse était lancée, mais Samuel ne fut jamais retrouvé, ni Ruth, ni leurs enfants. C'était comme s'ils avaient été avalés par les marécages qui bordaient la propriété, ces étendues dangereuses d'eau stagnante et de végétation épaisse, où même les chasseurs les plus expérimentés osaient rarement s'aventurer. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension presque palpable à Belhaven et dans toute la paroisse.
Les esclaves murmuraient entre eux, les regards échangés portaient des significations secrètes. Les Blancs, de leur côté, parlaient à voix basse dans les magasins généraux et les saloons, des conversations qui s'interrompaient brusquement quand un étranger approchait. Catherine fut confinée dans ses appartements, officiellement pour des raisons de santé. Le docteur Pemberton venait quotidiennement et les doses de laudanum augmentaient. Eugénie montait la garde comme un geôlier vigilant, s'assurant qu'aucun visiteur non autorisé n'approchait la maîtresse de maison déchue. Le sénateur Caldwell fut informé par télégramme urgent. Les mots étaient choisis avec soin. Affaire familiale délicate requiert votre retour immédiat. Situation sous contrôle, mais présence nécessaire. Il arriva à Belhaven 6 jours après l'incident, son visage un masque de granit. Ce qui se passa lors de sa rencontre avec Catherine n'a jamais été divulgué publiquement, mais Anna, toujours attentive derrière les portes, a rapporté avoir entendu des cris, des pleurs, puis un silence de mort qui dura des heures. Si vous sentez déjà un frisson vous parcourir l'échine, likez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là. Les secrets les plus sombres sont souvent cachés derrière les façades les plus respectables. Dans les semaines qui suivirent le retour du sénateur, Belhaven devint une forteresse de silence. Les rares visiteurs étaient poliment mais fermement découragés. Les invitations sociales étaient déclinées avec des excuses vagues sur la santé de Madame Caldwell. Même le courrier semblait être soigneusement filtré avant d'atteindre ses destinataires. Mais les rumeurs, comme des mauvaises herbes résistantes, trouvaient toujours un moyen de se propager. Dans les salons de la Nouvelle-Orléans, les dames parlaient derrière leurs éventails. Dans les clubs pour gentlemen où les planteurs se réunissaient pour fumer des cigares et discuter politique, des allusions cryptiques étaient faites, immédiatement suivies de changements de sujets calculés. Le révérend Tobias Archer, pasteur de l'église baptiste que fréquentait la famille Caldwell, devint un visiteur régulier de Belhaven. Un homme dans la soixantaine, avec une barbe blanche et des yeux qui semblaient avoir vu trop de péchés humains. Il passait de longues heures enfermé avec Catherine. Selon certains récits, il tentait de sauver son âme par la prière et la pénitence. Selon d'autres, plus cyniques, il négociait les termes du silence qui protégeraient à la fois la réputation de la famille et l'autorité morale de l'Église. C'est à cette époque qu'apparut dans les registres un document extraordinaire. Un certificat signé par 3 médecins respectés de la Nouvelle-Orléans, déclarant que Catherine Caldwell souffrait d'une aliénation mentale temporaire induite par l'usage excessif de substances médicinales et qu'elle nécessitait un traitement dans un environnement contrôlé. L'asile auquel elle fut confiée n'était pas l'une de ces institutions publiques surpeuplées où les malades mentaux étaient traités comme des animaux. C'était une maison privée discrète, située dans la paroisse voisine de Washington, gérée par un certain docteur Aldrich Fontaine, un aliéniste qui avait étudié en France et qui se spécialisait dans le traitement de patients de la haute société souffrant de divers troubles nerveux. La maison Fontaine, comme on l'appelait, était une grande demeure coloniale entourée de jardins soignés, ressemblant plus à un hôtel élégant qu'à un asile. Ces patients, jamais plus de 10 à la fois, payaient des sommes considérables pour un traitement qui combinait repos, isolement, hydrothérapie et diverses médications. Les familles appréciaient surtout la discrétion absolue que garantissait le docteur Fontaine. Aucun nom n'était jamais révélé, aucun visiteur non autorisé n'était admis, et les dossiers médicaux étaient détruits après le départ du patient. Catherine y fut installée à la fin septembre 1857. Elle devait y rester, selon les documents disponibles, pour une période indéfinie. Le sénateur retourna à Washington, reprenant ses fonctions comme si de rien n'était. Lors des sessions du Sénat, il prononça plusieurs discours passionnés sur la préservation du mode de vie du Sud, la nécessité de maintenir l'ordre social, et les dangers des idées abolitionnistes qui menaçaient de détruire la civilisation elle-même. À Belhaven, la vie reprenait sa routine apparente. Eugénie assumait désormais ouvertement les fonctions de maîtresse de maison. Les esclaves continuaient leur labeur quotidien dans les champs de coton. Le contremaître Josiah maintenait la discipline avec sa fermeté habituelle,
Mais certains disaient qu'il avait vieilli de 10 ans en quelques semaines, ses cheveux devenant prématurément gris. Samuel et sa famille restaient introuvables. Les recherches officielles avaient été abandonnées après 1 mois, mais des chasseurs d'esclaves privés continuaient de patrouiller la région, motivés par la récompense substantielle offerte par le sénateur. Certains revenaient avec des histoires étranges de traces retrouvées puis perdues dans les marécages, de cabanes abandonnées dans des endroits impossibles, de rumeurs de réseaux souterrains aidant les fugitifs à voyager vers le nord. C'est dans ce climat de tension refoulée qu'un événement nouveau vint troubler la paix précaire. En novembre, un jeune avocat de la Nouvelle-Orléans nommé Étienne Rousseau commença à poser des questions embarrassantes. Rousseau était le fils d'un immigré français et d'une créole de la Nouvelle-Orléans, un homme de 28 ans qui s'était fait une réputation de défenseur passionné des causes perdues. Il avait représenté des gens de couleur libre dans des disputes de propriété, des mulâtresses réclamant la liberté de leurs enfants, et même, de manière controversée, quelques esclaves accusés de crimes qui auraient normalement abouti à des exécutions sommaires. Ce qui avait attiré son attention sur l'affaire Caldwell reste obscur. Certains disent qu'il avait été contacté par un membre de la famille de Samuel, un frère qui vivait comme homme libre à la Nouvelle-Orléans. D'autres prétendent qu'il avait entendu des rumeurs et avait décidé d'enquêter de sa propre initiative, motivé par un sens de la justice qui frisait l'obsession. Rousseau commença à interviewer des gens. Il parla à des esclaves qui avaient travaillé à Belhaven, payant de petites sommes pour leurs témoignages. Il interrogea des commerçants qui fournissaient la plantation, des médecins qui avaient visité la propriété, même des voisins qui avaient remarqué des allées et venues inhabituelles cette nuit d'août fatidique. Ce qu'il découvrit, ou crut découvrir, l'amena à rédiger un document extraordinaire. C'était un mémoire juridique de 43 pages, méticuleusement argumenté, dans lequel il présentait une théorie alternative des événements de cette nuit. Selon Rousseau, Catherine Caldwell n'avait pas commis d'actes scandaleux. Au contraire, elle avait découvert quelque chose de bien plus terrible, quelque chose que des hommes puissants avaient tout intérêt à cacher. Le mémoire ne fut jamais publié officiellement. Rousseau tenta de le présenter devant un juge, mais sa requête fut rejetée pour des raisons de procédure. Il tenta ensuite de le faire publier dans un journal, mais aucun éditeur n'accepta de prendre le risque. Une copie fut envoyée à des membres du Congrès sympathiques à la cause abolitionniste, mais elle disparut mystérieusement en route. En décembre 1857, Étienne Rousseau quitta brusquement la Nouvelle-Orléans. Selon sa logeuse, il était parti précipitamment au milieu de la nuit, laissant derrière lui ses affaires personnelles. Certains disaient qu'il avait reçu des menaces et avait fui vers le nord. D'autres murmuraient qu'il avait été payé pour son silence et avait pris l'argent pour recommencer une vie ailleurs. Une rumeur plus sombre suggérait qu'il avait rencontré un sort plus définitif, son corps alimentant les alligators dans quelques bayous isolés. Sa disparition marqua la fin des investigations publiques sur l'affaire Caldwell. Le silence se referma comme une tombe. L'hiver de 1857 à 1858 fut inhabituellement froid pour la Louisiane. Le gel tua une partie des cultures et une vague de fièvre typhoïde balaya la région, emportant les vieux et les jeunes avec une impartialité cruelle. À Belhaven, 5 esclaves moururent de la maladie. Parmi eux, Anna, la servante domestique, qui avait tant vu et entendu. Avant sa mort, délirante de fièvre, Anna aurait confié certaines choses à sa fille, une jeune femme nommée Célia. Ces confidences, transmises ensuite de génération en génération dans la famille, offraient un aperçu troublant de ce qui se passait vraiment derrière les murs de la grande maison. Selon Hannah, Catherine Caldwell n'avait pas simplement perdu l'esprit. Dans les jours précédant l'incident d'août, elle avait confié à Hannah qu'elle avait découvert quelque chose de terrible, quelque chose qui la tourmentait au point de l'empêcher de dormir. Elle avait parlé de registres cachés, de chiffres qui ne correspondaient pas, d'enfants qui disparaissaient sans explication. Elle disait qu'ils vendaient les bébés, aurait murmuré Hannah sur son lit de mort. Les bébés à peau claire, ceux qui pouvaient passer pour blancs.
Il les vendait au plus offrant, loin au Texas, où personne ne poserait de questions. Et elle disait que son propre mari était au cœur de ce commerce. Si cette accusation était vraie, elle révélait une dimension encore plus sombre de l'affaire. Le commerce d'esclaves était une activité légale et respectée dans le sud antebellum, mais même dans ce contexte, certaines pratiques étaient considérées comme particulièrement répréhensibles. La vente d'enfants en bas âge, séparés de leur mère, était théoriquement découragée, bien que largement pratiquée. Mais la vente d'enfants métis qui pouvaient passer pour blancs, destinés à être intégrés dans la société blanche sans connaître leur origine, c'était un secret que personne n'osait évoquer ouvertement. Un commerce souterrain qui brassait des sommes énormes et impliquait certaines des familles les plus respectables. Samuel, selon ce récit, n'était pas un amant illicite mais un informateur. Lui et Ruth avaient confiance en Catherine, la voyant comme différente des autres maîtres. Il lui avait révélé ce qu'il savait. Comment certains bébés nés dans les quartiers disparaissaient mystérieusement peu après leur naissance, leur mère recevant des explications vagues sur des maladies ou des accidents. Comment Josiah, le contremaître, était chargé de transporter ses enfants vers des intermédiaires à la Nouvelle-Orléans. Comment l'argent de ces ventes était soigneusement dissimulé dans les livres de compte de la plantation, apparaissant comme des dépenses pour du matériel agricole ou des réparations de bâtiments. Catherine, horrifiée par cette découverte, aurait confronté sa belle-sœur Eugénie, qui était apparemment au courant de tout. L'argument avait été violent. Des mots irréparables avaient été prononcés. C'est après cette confrontation que Catherine avait pris la décision fatidique d'aller voir Samuel cette nuit-là, pour lui donner non pas des faveurs interdites, mais de l'argent et des documents, des papiers de liberté falsifiés qui lui permettraient, ainsi qu'à sa famille, de fuir vers le nord. Mais Josiah l'avait vu, et les hommes qui profitaient de ce commerce secret ne pouvaient pas permettre que leur source de revenus soit exposée. La solution avait été d'inverser le récit, de transformer un acte de compassion désespéré en un scandale sexuel qui discréditerait Catherine et fournirait une excuse pour la faire taire définitivement. C'était une théorie cohérente qui expliquait beaucoup de choses. Mais était-elle vraie? Ou n'était-elle qu'une autre légende? Une histoire que les esclaves se racontaient pour donner un sens à l'incompréhensible, pour croire qu'il y avait eu au moins une personne blanche, une maîtresse, qui avait tenté de faire ce qui était juste? Au printemps de 1858, un événement nouveau donna un crédit inattendu à cette version. Un homme se présenta au bureau du shérif de la paroisse voisine de Tangipahoa. Il se faisait appeler Thomas Freeman et prétendait être un chasseur d'esclaves professionnel venu du Texas. Il avait avec lui des documents certifiant son identité et son activité légale. Freeman rapporta une histoire étrange. Quelques mois auparavant, en novembre, il avait été contacté par un intermédiaire à Houston pour retrouver un enfant blanc qui aurait été kidnappé et vendu illégalement. Le client était un couple fortuné qui avait acheté le garçon, âgé de 3 ans, auprès d'un marchand se présentant comme un agent d'orphelinat. Mais l'enfant avait parlé, racontant des histoires qui ne correspondaient pas à l'histoire officielle. Le couple, soupçonnant une fraude, avait engagé Freeman pour enquêter. Les investigations de Freeman l'avaient mené à une découverte troublante. L'enfant n'était pas orphelin. Il était le fils d'une esclave de Louisiane et avait été vendu peu après sa naissance. Le marchand qui l'avait fourni faisait partie d'un réseau opérant entre la Louisiane et le Texas, spécialisé dans le placement d'enfants métis à peau claire auprès de familles blanches qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ou qui désiraient agrandir leur famille discrètement. Freeman avait remonté la piste jusqu'en Louisiane. Des noms avaient été mentionnés, des plantations identifiées. Belhaven figurait parmi elles. Ce que Freeman cherchait maintenant, disait-il au shérif de Tangipahoa, c'était une coopération officielle pour démanteler ce réseau. Il avait des preuves, des témoignages, des reçus de transactions. Il était prêt à témoigner devant un tribunal. Le shérif de Tangipahoa, un homme nommé Beauregard Chastain, écouta poliment,
prit des notes et promit de transmettre l'information aux autorités appropriées. 2 jours plus tard, Thomas Freeman fut trouvé mort dans sa chambre d'hôtel. La cause officielle de la mort fut listée comme défaillance cardiaque. Ses documents et preuves avaient disparu. L'enquête sur sa mort fut brève et peu concluante. Personne ne fut accusé. Le corps de Freeman fut enterré rapidement dans le cimetière local, sa tombe marquée seulement par une croix en bois simple sans nom. Avec lui furent enterrées les preuves qu'il avait rassemblées. Mais certains détails de son histoire avaient filtré avant sa mort. Des gens avaient parlé. Des rumeurs circulaient maintenant dans toute la région, reliant l'affaire Caldwell à ce réseau de trafic d'enfants. Les hommes puissants impliqués commençaient à s'inquiéter. C'est à ce moment que le sénateur Caldwell prit une décision radicale. En avril 1858, il annonça qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Pour des raisons de santé, disait-il, et pour s'occuper d'affaires familiales urgentes. C'était un choc pour ses partisans politiques, mais ceux qui le connaissaient bien n'étaient pas surpris. Ils avaient vu les rides nouvelles sur son visage, la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains tremblaient quand il pensait que personne ne regardait. En mai, Belhaven fut mise en vente. L'annonce dans les journaux de la Nouvelle-Orléans décrivait une magnifique propriété avec des bâtiments en excellent état, des terres fertiles et un cheptel complet d'excellents travailleurs. Le prix demandé était élevé, mais raisonnable pour une plantation de cette taille et de cette réputation. Les enchères attirèrent plusieurs acheteurs potentiels. Mais à mesure que les détails de l'affaire Caldwell circulaient sous forme de rumeurs et d'insinuations, l'intérêt diminua. Certains acheteurs se retirèrent sans explication. D'autres présentèrent des offres bien inférieures au prix demandé. Finalement, en août 1858, exactement 1 an après l'incident fatidique, Belhaven fut vendu à un consortium d'investisseurs de Charleston, en Caroline du Sud. Le prix final resta confidentiel, mais les experts estimaient qu'il était probablement la moitié de la valeur réelle de la propriété. Le sénateur Caldwell et sa sœur Eugénie quittèrent la Louisiane peu après, s'installant discrètement en Virginie où le sénateur avait des connexions familiales. Catherine restait à la maison Fontaine, officiellement toujours en traitement pour ses troubles nerveux. Les esclaves de Belhaven furent pour la plupart vendus avec la propriété, transférés en bloc aux nouveaux propriétaires. Josiah, le contremaître, reçut sa liberté complète et une somme d'argent considérable, suffisante pour acheter une petite propriété dans le Mississippi, où il disparut de l'histoire enregistrée. Beaucoup y virent le prix de son silence. La véritable révélation de ce qui s'était passé ne vint que 3 décennies plus tard, dans des circonstances aussi improbables que tragiques. En 1889, une vieille femme mourut dans un couvent de l'ordre des Sœurs de la Charité à Mobile, en Alabama. Elle avait vécu là pendant plus de 20 ans, après avoir été transférée de plusieurs autres institutions religieuses à travers le Sud. Les sœurs la connaissaient sous le nom de sœur Marie-Catherine, une pénitente qui avait pris les vœux tard dans la vie après, disait-on, une grande tragédie personnelle. Sœur Marie-Catherine avait été une résidente silencieuse et troublée. Elle passait ses journées en prière, travaillant dans les jardins du couvent et évitant tout contact inutile avec les autres. Les sœurs remarquaient qu'elle avait une habitude étrange. Chaque soir, elle allumait une bougie à la fenêtre de sa cellule, la laissant brûler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne naturellement. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait seulement « pour ceux qui se sont perdus dans l'obscurité ». Dans ces dernières années, elle souffrait de crises d'angoisse terribles qui la laissaient tremblante et en larmes. Le laudanum, sa vieille compagne, était le seul réconfort qu'elle acceptait. Sœur Marie-Thérèse, une jeune novice assignée à ses soins, remarquait que ces crises survenaient toujours aux mêmes dates. Fin août, début novembre et mi-avril. Comme si le calendrier lui-même portait des blessures invisibles qui refusaient de guérir. En juillet 1889, sœur Marie-Catherine tomba gravement malade. Une fièvre la consumait, et même le laudanum ne pouvait plus apaiser son agitation. Le médecin appelé au couvent déclara qu'elle n'avait plus que quelques jours à vivre.
La mère supérieure ordonna qu'on lui administre les derniers sacrements. C'est dans cet état, entre la vie et la mort, que Catherine Caldwell commença enfin à parler. Les premières confessions vinrent par fragments, des phrases décousues, murmurées dans le délire de la fièvre. Sœur Marie-Thérèse, qui restait à son chevet nuit et jour, entendait des noms, Nathaniel, Eugénie, Samuel, Ruth. Des lieux, Belhaven, les quartiers, les marécages. Des dates, août 1857, encore et encore. Puis, lors d'une nuit particulièrement difficile, 3 jours avant sa mort, Catherine eut un moment de lucidité étonnante. Ses yeux, habituellement voilés par la douleur et les drogues, devinrent soudain clairs et intenses. Elle saisit la main de sœur Marie-Thérèse avec une force surprenante pour quelqu'un dans son état. « Il faut que quelqu'un sache », murmura-t-elle. « Il faut que la vérité survive, même si personne ne peut plus rien faire. Vous écouterez ?» Sœur Marie-Thérèse, une jeune femme de 24 ans qui n'avait jamais connu que la vie protégée du couvent, hocha la tête, ne sachant pas à quoi elle s'engageait. Ce qui suivit fut une confession qui dura plusieurs heures, entrecoupée de moments où Catherine devait reprendre son souffle ou était submergée par l'émotion. Sœur Marie-Thérèse, bouleversée par ce qu'elle entendait, prit la décision inhabituelle de noter tout ce qui était dit. Elle savait que les règles du couvent décourageaient de telles pratiques, que les confessions devaient rester entre le pénitent, le confesseur et Dieu. Mais quelque chose dans l'urgence de Catherine, dans l'horreur de ce qui était révélé, la convainquit que cette histoire ne devait pas mourir avec cette femme brisée. Catherine raconta comment elle avait effectivement découvert que Belhaven était le centre d'un réseau de trafic d'enfants métis. Mais les détails qu'elle donna étaient plus précis et plus terrifiants que tout ce que les rumeurs avaient jamais suggéré. Le commerce, expliqua-t-elle, avait commencé presque 10 ans avant l'incident d'août 1857. Son mari, Nathaniel, toujours à la recherche de moyens d'augmenter les revenus de la plantation, avait été approché par un homme nommé Cornelius Thatcher lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Thatcher était ce qu'on appelait poliment un courtier en placement privé, un euphémisme pour quelqu'un qui facilitait des transactions que les partis préféraient garder secrètes. Thatcher avait expliqué qu'il y avait une demande croissante parmi les familles blanches fortunées, particulièrement au Texas et en Arkansas, où la société était moins structurée et les questions moins posées, pour des enfants à adopter. Mais pas n'importe quels enfants. Des enfants très jeunes, des bébés si possible, qui ne garderaient aucun souvenir de leurs origines. Et surtout, des enfants à la peau claire, qui pourraient passer pour blancs sans difficulté. Le prix pour de tels enfants était extraordinaire. 3 000 $, 5 000 pour un garçon particulièrement clair de peau. Des sommes qui dépassaient de loin ce qu'un esclave adulte en pleine force pourrait rapporter. La proposition était simple. Identifier les femmes esclaves enceintes dont les enfants à naître auraient probablement la peau claire, particulièrement celles dont les pères étaient blancs, qu'ils soient des maîtres, des contremaîtres ou des visiteurs. Attendre la naissance. Si l'enfant correspondait aux critères, annoncer sa mort peu après la naissance, d'une maladie ou d'un accident. Enterrer un cercueil vide si nécessaire, et transférer discrètement le bébé vivant à Thatcher, qui s'occuperait du reste. Pour la mère, c'était présenté comme une tragédie inévitable. Dans le monde de l'esclavage où la mortalité infantile était terriblement élevée, personne ne posait trop de questions. Et même si une mère soupçonnait quelque chose, que pouvait-elle faire? Se plaindre? À qui? Elle était une propriété. Son enfant était une propriété. Aucun tribunal ne l'écouterait. Nathaniel avait accepté. Il voyait cela comme une opportunité d'affaires rationnelle. Ses enfants, raisonnait-il, auraient une meilleure vie en grandissant comme blancs, dans des familles aisées que comme esclaves à Belhaven. C'était presque un acte de charité, se disait-il, même s'il empochait des milliers de dollars pour chaque transaction. Eugénie avait été recrutée pour gérer les aspects pratiques. C'était une femme organisée, méthodique, et surtout dépourvue des scrupules sentimentaux qui auraient pu compliquer le travail.
Elle identifiait les candidates, surveillait les grossesses et était présente aux naissances pour évaluer les nouveau-nés. Josiah, le contremaître, servait de transporteur, emmenant les bébés enveloppés dans des couvertures à des points de rencontre avec les associés de Thatcher. En 10 ans, selon ce que Catherine avait pu reconstituer, au moins 23 enfants avaient été ainsi vendus depuis Belhaven. 23 bébés arrachés à leur mère dans leurs premiers jours de vie, leurs existences effacées des registres comme s'ils n'avaient jamais été. Catherine avait découvert le complot par accident, en juillet 1857. Elle était entrée dans le bureau de son mari à la recherche d'un livre et était tombée sur un registre caché derrière d'autres volumes. C'était un livre de comptes privés, différent des registres officiels de la plantation. Les entrées étaient codées, mais pas assez pour quelqu'un qui connaissait les opérations de Belhaven. Elle avait vu les dates, les sommes, et compris petit à petit la véritable nature de ces transactions. L'horreur de cette découverte l'avait paralysée pendant plusieurs jours. Elle avait confronté Eugénie d'abord, espérant que sa belle-sœur nierait, qu'il y aurait une explication innocente. Mais Eugénie avait confirmé froidement, ajoutant que Catherine était naïve de s'offusquer. C'était le monde dans lequel ils vivaient. Les gens faisaient ce qu'ils devaient faire pour prospérer. Quand Catherine avait menacé de révéler tout à la police ou à l'église, Eugénie avait ri amèrement. « Et qui te croira? Tu es une femme connue pour tes nerfs fragiles, qui consomme du laudanum comme d'autres boivent du thé. Nathaniel est un sénateur respecté. Les hommes qui achètent ses enfants sont des piliers de leur communauté. Penses-tu vraiment que quelqu'un permettra qu'un tel scandale éclate? Tu te détruiras, et tu ne sauveras personne. » Mais Catherine ne pouvait pas simplement se taire. Dans son esprit tourmenté par le laudanum et le désespoir, elle avait formé un plan désespéré. Elle sauverait au moins une famille. Elle les aiderait à s'échapper avant que leur enfant à naître ne soit pris. C'est ainsi qu'elle était venue à Samuel et Ruth cette nuit d'août. Samuel était méfiant, comme Catherine l'expliqua à sœur Marie-Thérèse. Il ne comprenait pas pourquoi une maîtresse blanche ferait cela. Mais Ruth, enceinte de 7 mois, et terrifiée par les rumeurs qu'elle avait entendues sur des bébés qui disparaissaient, avait été plus réceptive. Catherine leur avait tout expliqué. Elle leur avait donné non seulement de l'argent et des papiers de liberté falsifiés, mais aussi une carte dessinée de sa main, montrant les routes sûres vers le nord, les maisons de Quakers sympathiques qui pourraient les aider, les endroits où éviter les patrouilles. Elle leur avait donné des noms de contacts à Cincinnati, une ville où des abolitionnistes aidaient les fugitifs. Ils devaient partir immédiatement, cette nuit même. Chaque heure de retard augmentait le risque. Samuel avait finalement accepté, submergé par la sincérité désespérée de Catherine. Ils avaient convenu que la famille partirait juste avant l'aube, profitant des dernières heures d'obscurité. Mais Josiah les avait vus, et tout ce que Catherine avait tenté de construire s'était effondré. Ce que Catherine raconta ensuite à sœur Marie-Thérèse fit frissonner la jeune novice jusqu'aux os. Les détails qu'elle donna ne pouvaient advenir que de quelqu'un qui avait été forcé d'entendre la vérité, peut-être comme une forme de torture psychologique. Quand Josiah avait rapporté ce qu'il avait vu au shérif adjoint Devereux, une décision rapide avait été prise. Catherine devait être discréditée immédiatement, et Samuel devait être éliminé avant qu'il ne puisse utiliser les documents qu'elle lui avait donnés. Devereux avait immédiatement contacté non seulement le shérif Whitfield, mais aussi le juge Hayes. Et surtout, il avait envoyé un message urgent à Eugénie. Eugénie avait agi avec une efficacité terrifiante. Avant même que le soleil ne se lève, elle avait envoyé 3 hommes au quartier des esclaves. Pas des représentants de la loi, mais des hommes qu'on appelait à l'époque des régulateurs, essentiellement des tueurs à gages employés pour gérer les situations que le système légal ne pouvait ou ne voulait pas toucher. Samuel et sa famille n'avaient jamais eu la chance de fuir. Ils avaient été pris dans leur cabane, encore endormis. Ce qui s'était passé ensuite, Catherine l'avait appris par bribes, forcée d'écouter les conversations qu'elle n'était pas censée entendre pendant qu'elle était enfermée à Belhaven avant son transfert à la Maison Fontaine.
Les 4 membres de la famille avaient été emmenés profondément dans les marécages. Leurs corps avaient été lestés de pierres et immergés dans des endroits où l'eau stagnante et les alligators feraient disparaître toute trace en quelques jours. Les papiers de liberté que Catherine leur avait donnés avaient été brûlés. L'argent et les bijoux avaient été récupérés et rendus discrètement à Nathaniel lors de son retour. L'histoire de leur fuite avait été construite méticuleusement. Josiah avait découvert leur absence à l'aube, comme prévu. Les recherches avaient été menées avec suffisamment de zèle pour paraître authentiques, mais pas assez pour réellement trouver quoi que ce soit. Et toute l'affaire avait été utilisée pour renforcer le narratif que Catherine avait perdu l'esprit, qu'elle avait développé une fixation inappropriée sur un esclave, que ses nerfs fragiles et son abus de laudanum l'avaient menée à une folie dangereuse. Pendant des mois à la Maison Fontaine, Catherine avait été maintenue dans un brouillard constant de laudanum et d'autres sédatifs. Le docteur Fontaine suivait scrupuleusement les instructions de Nathaniel. Elle devait être gardée docile, confuse, incapable de former des pensées cohérentes assez longtemps pour causer des problèmes. Mais même à travers les drogues, Catherine savait. Elle savait qu'elle avait essayé de sauver une famille et les avait condamnés à la mort. Elle savait que 4 personnes innocentes étaient mortes à cause de son intervention maladroite. Cette culpabilité la rongeait avec plus d'efficacité que n'importe quelle maladie. Il y avait plus, encore. Catherine révéla à sœur Marie-Thérèse d'autres détails qu'elle avait découverts lors de son enfermement, des conversations entendues quand les gens pensaient qu'elle était trop droguée pour comprendre. Thomas Freeman, le chasseur d'esclaves qui avait enquêté sur le réseau, n'était pas mort de défaillance cardiaque, comme les registres le prétendaient. Il avait été empoisonné, probablement avec de l'arsenic administré progressivement dans sa nourriture à l'hôtel où il logeait. L'aubergiste avait été payé pour son silence. Le médecin qui avait signé le certificat de décès était un ami de longue date du juge Hayes. Étienne Rousseau, l'avocat qui avait tenté d'enquêter, avait effectivement reçu des menaces de mort explicites. Des hommes étaient venus à son bureau une nuit, lui avaient montré ce qui arriverait s'il continuait à poser des questions. Ils avaient été suffisamment persuasifs pour le convaincre de quitter la Louisiane immédiatement, abandonnant tout ce qu'il possédait. Et le réseau lui-même n'avait pas cessé avec l'affaire Caldwell. Il avait simplement déménagé, devenu plus discret, plus prudent. D'autres plantations avaient pris le relais. Les bébés continuaient à disparaître, remplacés dans les bras de leur mère par des petits corps sans vie ou par des histoires de maladies soudaines. Ce qui avait finalement mis fin au commerce n'était pas la justice ou la morale, mais la guerre civile. Avec l'effondrement de l'ordre esclavagiste, le réseau s'était naturellement dissous. Mais Catherine estimait que pendant les 10 années où il avait opéré activement, au moins 150 enfants avaient été vendus à travers ce système, peut-être plus. 150 âmes, murmura Catherine à sœur Marie-Thérèse, des larmes coulant sur ses joues creuses. 150 enfants qui grandissent en ne sachant jamais qui ils sont vraiment, 150 mères qui ont porté leur deuil. Et je n'ai pu en sauver aucun. J'ai seulement réussi à en faire tuer 4. Sœur Marie-Thérèse, bouleversée par cette confession, osa demander pourquoi Catherine avait accepté d'être transférée au couvent plutôt que de rester à la Maison Fontaine, où au moins elle aurait pu éventuellement être libérée. La réponse de Catherine fut simple et déchirante. Je cherchais la pénitence. Je pensais que si je priais assez, si je souffrais assez, peut-être que Dieu me pardonnerait d'avoir causé leur mort. Mais il ne l'a jamais fait. Et je ne le mérite pas. Dans les heures qui suivirent cette confession épuisante, Catherine sombra dans l'inconscience. Elle se réveilla brièvement 2 fois avant sa mort. La première fois, elle demanda si sœur Marie-Thérèse avait tout noté. Quand la novice confirma, Catherine hocha la tête faiblement et murmura « Bien, au moins quelqu'un saura, même si personne ne peut rien faire. » La deuxième et dernière fois qu'elle se réveilla, elle regarda vers la fenêtre où brillait la lumière du matin et dit quelque chose que sœur Marie-Thérèse nota soigneusement, bien qu'elle ne comprenne pas sa signification. « Samuel, Ruth, je suis désolé. Je vous ai cherché chaque nuit avec ma bougie.
J'espère que vous avez trouvé la paix que je n'ai jamais pu trouver. » Puis elle ferma les yeux et mourut. Sœur Marie-Thérèse garda ses notes cachées pendant 2 ans, incertaine de ce qu'elle devait en faire. Les révélations qu'elle contenait étaient explosives, mais tous les protagonistes principaux étaient morts. Qui pourrait être tenu responsable? Et à quoi bon rouvrir de vieilles blessures? Finalement, en 1891, elle confia ses notes à la mère supérieure du couvent, une femme sage et pragmatique nommée Mère Agnès. Après avoir lu le document, Mère Agnès prit une décision qui reflétait les complexités morales de l'époque. Elle ordonna que les notes soient scellées et placées dans les archives du couvent, avec l'instruction qu'elles ne devaient être ouvertes qu'après 50 ans, en 1941. La vérité mérite d'être préservée, dit Mère Agnès à sœur Marie-Thérèse, mais la charité exige aussi que nous ne causions pas de dommages inutiles aux innocents. Il y a des gens vivants aujourd'hui qui seraient blessés par ces révélations. Des gens qui ne portent aucune responsabilité pour les péchés de leurs ancêtres. Dans 50 ans, ils seront partis, et peut-être que le monde sera prêt à confronter cette histoire. Mais l'histoire a ses ironies cruelles. Le couvent de Mobile fut gravement endommagé par un ouragan en 1906. Dans le chaos de la reconstruction, de nombreux documents furent déplacés, réorganisés ou perdus. Les notes de sœur Marie-Thérèse se retrouvèrent mélangées avec d'autres archives, leur importance oubliée. Ce ne fut qu'en 1947, 6 ans après la date prévue pour leur ouverture, qu'un jeune archiviste nommé Father Marcus Delacroix les découvrit par accident. Il effectuait un inventaire complet des archives en préparation de leur transfert vers un nouveau dépôt central de l'archidiocèse quand il tomba sur une enveloppe scellée portant une date et des instructions cryptiques. L'ouverture de l'enveloppe révéla les 43 pages de notes de sœur Marie-Thérèse, écrites dans une main soignée mais clairement tracées avec urgence et émotion. Father Delacroix, un homme dans la trentaine qui avait servi comme aumônier militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, commença à lire et ne put s'arrêter. Ce qu'il tenait dans ses mains était un témoignage direct d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Mais c'était aussi un document qui soulevait d'innombrables questions. Combien de cette histoire était véridique? Les confessions d'une mourante droguée au laudanum pendant des décennies pouvaient-elles être considérées comme fiables? Father Delacroix était un homme méthodique. Avant de décider quoi faire avec ce document, il voulait vérifier autant de détails que possible. Il commença une recherche qui allait occuper ses heures libres pendant les 3 années suivantes. Les registres de la paroisse de Saint-Tammany pour août et septembre 1857 étaient effectivement lacunaires, exactement comme la confession de Catherine le mentionnait. Mais Father Delacroix trouva quelque chose de plus intrigant. Les pages manquantes n'avaient pas été simplement retirées. Elles avaient été soigneusement découpées avec un instrument tranchant, laissant à peine quelques millimètres de papier attachés à la reliure. C'était un travail professionnel, délibéré, fait par quelqu'un qui avait accès autorisé aux archives et du temps pour travailler sans être dérangé. Plus troublant encore, Father Delacroix découvrit que d'autres registres présentaient des anomalies similaires. Les registres de naissance d'esclaves à Belhaven entre 1847 et 1857 montraient un taux de mortalité infantile extraordinairement élevé, presque 2 fois la moyenne déjà terrible de l'époque. Mais aucun détail sur ces décès n'était enregistré. Pas de cause de mort, pas de mention d'enterrement, juste des annotations brèves, décédé, âge de jour ou mort-né. Father Delacroix trouva également des traces financières intrigantes. Les relevés bancaires du sénateur Caldwell, maintenant accessibles au public après tant d'années, montraient des dépôts réguliers de sommes importantes qui ne correspondaient pas aux revenus attendus d'une plantation agricole. Ces dépôts cessaient brusquement en septembre 1857. Le nom de Cornelius Thatcher apparaissait dans les archives de la Nouvelle-Orléans. Il était listé comme courtier commercial et avait des bureaux dans le quartier des affaires. Ces registres commerciaux, s'ils avaient jamais existé, avaient disparu.
Mais Father Delacroix trouva une mention dans un journal de l'époque. Thatcher avait quitté la Nouvelle-Orléans précipitamment en octobre 1857, laissant derrière lui des dettes impayées. Personne ne savait où il était allé. Plus émouvant encore, Father Delacroix réussit à localiser des descendants de personnes qui avaient été esclavagisées à Belhaven. La famille Henderson, dont il avait retrouvé la trace à travers les registres des Freedmen's Bureau d'après-guerre, accepta de parler avec lui. Marcus Henderson, alors âgé de 70 ans, était le petit-fils de Celia, elle-même la fille de Hannah. Il se souvenait des histoires que sa grand-mère lui racontait quand il était enfant. Et ces histoires correspondaient, dans leurs grandes lignes, à ce que Catherine avait confessé à sœur Marie-Thérèse. Ma grand-mère parlait d'une femme blanche qui avait essayé d'aider, raconta Marcus Henderson à Father Delacroix lors d'une rencontre en 1949. Elle disait que cette femme avait le cœur bon, mais qu'elle ne comprenait pas dans quel monde elle vivait, qu'on ne pouvait pas simplement sauver les gens avec de la bonne volonté, que le système était trop puissant, trop enraciné. Henderson partagea également quelque chose de plus personnel. Sa propre mère, née en 1853 à Belhaven, avait la peau remarquablement claire. La famille avait toujours soupçonné qu'elle était la fille d'un homme blanc, probablement un contremaître ou un visiteur. Mais elle avait survécu, n'avait jamais été vendue. Pourquoi elle avait été épargnée alors que d'autres ne l'avaient pas été, restait un mystère pour la famille. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas tous les prendre, spécula Henderson. Ou peut-être que ma grand-mère savait quelque chose et a menacé de parler. On ne saura jamais. Mais je sais que beaucoup de familles dans la région ont des histoires similaires. Des bébés qui sont morts mais dont on n'a jamais vu les corps. Des femmes qui n'ont jamais été les mêmes après avoir perdu un enfant. Qui savaient au fond d'elles-mêmes que quelque chose n'allait pas dans l'histoire qu'on leur racontait. Henderson mentionna également quelque chose qui glaça le sang de Father Delacroix. Dans les années 1920, un homme blanc âgé était venu dans leur communauté, cherchant des informations sur Belhaven et particulièrement sur les naissances et décès d'esclaves pendant les années 1840 à 1857. L'homme ne donnait pas son nom complet, se présentant seulement comme William. Il avait expliqué qu'il avait été adopté enfant au Texas, qu'il avait grandi comme le fils d'un rancher prospère. Ce n'était que dans sa vieillesse, en triant les affaires de sa mère adoptive décédée, qu'il avait trouvé des lettres qui suggéraient qu'il n'était pas son fils biologique, qu'il avait été acheté lorsqu'il était bébé à un courtier en Louisiane. Il voulait savoir d'où il venait vraiment, raconta Henderson. Qui était sa vraie mère, mais personne ne pouvait lui dire. Trop de temps s'était écoulé, trop de registres avaient été détruits pendant la guerre. Il est reparti les mains vides. Juste un vieil homme blanc qui avait découvert trop tard qu'il portait peut-être du sang noir dans ses veines. Cette histoire particulière hanta Father Delacroix. Si elle était vraie, elle signifiait que certains des enfants vendus par le réseau avaient vécu jusqu'à l'âge adulte sans connaître leurs origines. Certains peut-être vivaient encore en 1947. Des personnes âgées qui se croyaient blanches, mais qui portaient un secret qu'elles ne connaîtraient jamais. Combien d'entre eux existaient? Combien de familles blanches, respectables du Sud-Ouest, avaient des racines qu'elles ignoraient complètement? C'était une question sans réponse possible, mais son existence même révélait l'absurdité cruelle du système de classification raciale qui avait gouverné le Sud pendant tant de générations. Father Delacroix rassembla toutes ses recherches dans un rapport détaillé de 120 pages. Il y incluait les notes de sœur Marie-Thérèse, ses propres investigations, les témoignages qu'il avait recueillis et des copies de tous les documents pertinents qu'il avait pu trouver. La question était maintenant, que faire de ce rapport? En 1950, Father Delacroix tenta de le faire publier. Il contacta plusieurs maisons d'édition universitaires, pensant que l'histoire méritait d'être connue comme un document historique important. Mais l'Amérique de 1950 n'était pas prête pour une telle histoire. C'était l'ère de la ségrégation toujours en vigueur dans le Sud, des lois Jim Crow, d'une société qui préférait ne pas examiner trop attentivement les péchés du passé.
Un éditeur lui répondit franchement: « C'est une histoire fascinante et je ne doute pas de votre recherche méticuleuse. Mais publier ceci maintenant créerait des problèmes énormes. Il y a encore des descendants des familles impliquées qui sont des citoyens respectés. Et franchement, dans le climat racial actuel, ce type de révélation ne ferait qu'enflammer les tensions déjà dangereuses. » Un autre éditeur fut plus direct. « Qui voudrait lire cela? Les Blancs ne veulent pas se sentir coupables pour ce que leurs ancêtres ont fait. Les Noirs le savent déjà que des horreurs comme celle-ci se produisaient. Où est le marché? » Découragé mais non défait, Vathor Delacroix publia une version très abrégée de son article dans une revue académique obscure en 1951. L'article, intitulé « Un cas documenté de trafic d'enfants dans la Louisiane antebellum », présentait l'histoire de manière détachée et académique, évitant soigneusement d'utiliser de vrais noms ou des lieux précis. Il attira peu d'attention en dehors d'un cercle restreint d'historiens spécialisés. Le rapport complet de Vathor Delacroix, avec les notes originales de sœur Marie-Thérèse, fut déposé dans les archives de l'archidiocèse, avec une note indiquant qu'il devrait être rendu accessible aux chercheurs sérieux sur demande. Pendant des décennies, personne ne fit de demande. Ce ne fut qu'en 1976 que l'histoire connut un regain d'intérêt. Marcus Henderson, alors âgé de 97 ans, donna une longue interview à un chercheur en histoire orale nommé David Carmichael, qui documentait les expériences des descendants d'esclaves. Henderson parla de l'histoire de Belhaven, mentionnant l'existence du rapport de Vathor Delacroix. Carmichael, intrigué, obtint l'accès aux archives et découvrit le rapport complet. Il réalisa immédiatement l'importance historique de ce qu'il avait trouvé. Avec la permission de l'archidiocèse et de la famille Henderson, il entreprit de créer un livre basé sur le rapport de Vathor Delacroix, les témoignages d'Henderson et ses propres recherches supplémentaires. Le livre, publié en 1979 sous le titre « Children of the Transaction », Hidden Histories of the Antebellum South, causa finalement le scandale que Vathor Delacroix avait anticipé 30 ans plus tôt. Mais l'Amérique de la fin des années 1970, encore sous le choc du mouvement des droits civiques, était peut-être plus prête à confronter cette histoire. Le livre révéla non seulement le cas de Belhaven, mais documenta également plusieurs autres cas similaires que Carmichael avait découverts dans ses recherches. Il apparut que le réseau décrit par Catherine n'était pas unique. C'était une pratique plus répandue qu'on ne l'avait imaginé. Un commerce souterrain qui avait existé partout où l'esclavage avait créé des populations d'enfants métis. La révélation eut des conséquences inattendues. Plusieurs personnes âgées, principalement dans le sud-ouest, contactèrent Carmichael après avoir lu le livre. Elles partageaient des histoires similaires. Découvertes tardives qu'elles avaient été adoptées dans des circonstances mystérieuses, lettres trouvées après la mort de parents qui suggéraient des origines cachées, traits physiques qui ne correspondaient pas aux histoires familiales officielles. L'une de ces personnes était une femme de 85 ans nommée Eleanor Whitmore, vivant à Austin, Texas. Elle écrivit à Carmichael une lettre poignante dans laquelle elle expliquait qu'elle avait toujours senti qu'elle ne ressemblait pas à ses frères et sœurs, qu'il y avait quelque chose de non dit dans sa famille. Après avoir lu son livre, elle avait confronté sa nièce, qui avait finalement révélé un secret de famille. Eleanor avait été adoptée alors qu'elle était un nourrisson, acheté à un courtier qui prétendait représenter un orphelinat de Louisiane. Sa mère adoptive, incapable d'avoir des enfants, avait payé $3000 pour elle en 1854. « Je suis maintenant une vieille femme », écrivit Eleanor, « et la plupart de ma vie est derrière moi. Apprendre cela ne change rien à qui je suis ou à la vie que j'ai vécue. Mais je pense à ma vraie mère, celle qui m'a porté pendant 9 mois et qui m'a perdu quand je n'avais que quelques jours. Je pense à elle chaque jour maintenant, et je me demande si elle a pensé à moi, si elle a pleuré pour moi. Je voudrais pouvoir retourner en arrière et lui dire que j'ai eu une bonne vie, que j'ai été aimé, mais je ne saurais jamais même son nom. » Le livre de Carmichael suscita également une réaction hostile de certains descendants des familles impliquées.
Bien qu'aucun nom réel n'ait été utilisé dans le rapport original de Father Delacroix ou dans le livre de Carmichael, certaines personnes reconnurent assez de détails pour identifier Belhaven et la famille Caldwell. Des menaces légales furent proférées, bien qu'aucune poursuite ne fut jamais intentée. Un descendant de Nathaniel Caldwell, un homme nommé Robert Caldwell Johnston, qui vivait en Californie et travaillait comme avocat, publia une réponse publique dans un journal. Il ne niait pas les faits essentiels, mais protestait contre ce qu'il appelait une diabolisation injuste de son ancêtre. Le sénateur Caldwell était un produit de son époque, écrivit-il. Juger les actions de personnes du XIXe siècle selon les standards moraux du XXe siècle est profondément injuste. De plus, si ces transactions ont effectivement eu lieu comme décrit, n'est-il pas vrai que les enfants impliqués ont probablement eu des vies objectivement meilleures en grandissant libres plutôt qu'esclaves? N'y a-t-il pas une certaine ironie amère dans le fait de condamner des actions qui, aussi troublantes soient-elles par leur motivation, ont en fin de compte sauvé des enfants de l'esclavage? Cette défense suscita une réponse furieuse de la part de beaucoup, particulièrement des descendants des esclaves de Belhaven. Marcus Henderson, alors âgé de 98 ans, dicta une réponse qui fut publiée dans le même journal. Monsieur Caldwell Johnston dit que les enfants volés ont eu de meilleures vies. Peut-être, mais leurs mères ont vécu des vies de chagrin sans fin, ne sachant jamais si leur bébé était vraiment mort ou s'il vivait quelque part, ne les reconnaissant jamais. Ces femmes n'étaient pas du bétail. Elles étaient des mères qui aimaient leurs enfants aussi profondément que n'importe quelle mère blanche. Voler ses enfants n'était pas de la charité, c'était de la cruauté, rendue encore plus cruelle par le profit qu'on en tirait. Le débat qui s'ensuivit dans les pages des journaux et dans les cercles académiques révéla quelque chose d'important. Même un siècle après l'abolition de l'esclavage, l'Amérique n'avait toujours pas résolu ses comptes avec cet héritage. Les blessures étaient encore à vif, les questions de responsabilité historique et de justice restaient sans réponse. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, l'histoire de Catherine Caldwell et de Belhaven est enseignée dans certains cours d'histoire universitaire comme un exemple de cas bien documenté des dimensions cachées de l'esclavage américain. Le livre de Carmichael est considéré comme un texte important, bien que controversé. Mais pour la plupart des gens, l'histoire reste inconnue. Si vous visitez la région qui était autrefois Saint Tammany Parish, vous ne trouverez aucun marqueur commémoratif pour Belhaven. L'endroit où se trouvait la plantation est maintenant divisé entre un développement résidentiel de classe moyenne, un centre commercial et un parc public. Aucune plaque n'explique ce qui s'est passé là. Il y a eu des tentatives pour créer un tel mémorial. En 2003, un groupe de descendants d'esclaves de Belhaven, dirigé par l'arrière-petit-fils de Marcus Henderson, proposa d'ériger un monument dans le parc public avec les noms des 23 enfants documentés comme ayant été vendus par le réseau. Le conseil municipal rejeta la proposition, citant les sensibilités de la communauté et des préoccupations que cela pourrait rouvrir de vieilles blessures. Cette décision provoqua une manifestation et une couverture médiatique nationale. Finalement, un compromis fut atteint. Un petit monument fut érigé mais sans nom spécifique et avec une inscription délibérément vague, en mémoire des âmes perdues de Belhaven et de toutes les familles séparées par l'injustice. Que leurs histoires ne soient jamais oubliées. Certains trouvèrent ce compromis approprié. D'autres le considérèrent comme une autre forme de dissimulation, une tentative d'effacer les détails spécifiques qui rendent l'histoire réelle et personnelle. Les notes originales de Sœur Marie-Thérèse sont maintenant conservées dans une collection spéciale de l'Université de Tulane, disponible pour les chercheurs. Les pages jaunies et fragiles, avec leur écriture soignée datant de 1889, restent un témoignage direct d'une des confessions les plus remarquables de l'histoire américaine. Elles soulèvent toujours des questions troublantes. Combien d'enfants ont vraiment été vendus par ce réseau ? Le chiffre de Catherine de 150 était-il précis ou était-ce une estimation basée sur des informations incomplètes? Combien de ces enfants ont vécu jusqu'à l'âge adulte? Combien ont découvert la vérité sur leurs origines? Combien sont morts sans jamais savoir?
Et la question la plus troublante de toutes. Combien d'Américains vivant aujourd'hui sont les descendants de ces enfants volés, portant dans leur ADN une histoire qu'ils ne connaîtront jamais? Les généalogistes et les tests ADN modernes ont commencé à révéler des surprises pour de nombreuses familles américaines. Des personnes qui se croyaient entièrement d'ascendance européenne découvrent qu'elles ont des ancêtres africains. Des familles noires découvrent des connexions avec des planteurs blancs. L'histoire génétique de l'Amérique est infiniment plus compliquée que les catégories raciales simplistes qui ont été imposées pendant des siècles. Certains de ces cas pourraient être liés au réseau décrit par Catherine. D'autres proviennent de la triste réalité omniprésente du viol et de l'exploitation sexuelle inhérent au système esclavagiste. Mais démêler ces histoires après tant de générations est presque impossible. Ce qui reste certain, c'est l'histoire de Catherine elle-même. Une femme qui a découvert une vérité horrible, qui a essayé de faire ce qui était juste dans un système conçu pour rendre la justice impossible, qui a payé un prix terrible pour sa tentative, et qui a passé le reste de sa vie dans la pénitence pour des péchés qui n'étaient pas les siens. Son histoire nous rappelle que la complicité avec le mal ne nécessite pas toujours une participation active. Parfois, c'est simplement le silence, l'acceptation de l'inacceptable parce que le remettre en question serait trop perturbateur, trop dangereux, trop coûteux. Et elle nous rappelle également que ceux qui choisissent de parler, de résister, de tenter de faire ce qui est juste face à des systèmes oppressifs paient souvent des prix personnels dévastateurs. Catherine a tout perdu. Son mari, sa maison, sa santé mentale, sa liberté, et finalement, pendant 30 ans, sa vie elle-même. A-t-elle accompli quelque chose? Elle n'a sauvé personne. Elle a, selon sa propre perception, causé la mort de 4 personnes innocentes. Le réseau qu'elle a tenté d'exposer a continué pendant des années après son emprisonnement. On pourrait dire que son sacrifice n'a servi à rien. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne façon de mesurer sa vie. Peut-être que l'importance de son histoire n'est pas dans ce qu'elle a accompli, mais dans ce qu'elle a tenté, dans le fait qu'au moins une personne, dans ce système de déshumanisation totale, a reconnu l'humanité de ceux qui étaient réduits en esclavage, au point d'être prête à risquer tout pour essayer de les aider. Et peut-être que l'importance réside aussi dans le fait que sa confession, préservée contre toute attente à travers les décennies, a finalement révélé une vérité que de puissants hommes avaient tenté d'enterrer. La vérité a émergé, même si cela a pris plus d'un siècle. Les 23 enfants documentés comme ayant été vendus par le réseau de Belhaven restent anonymes. Nous ne connaîtrons jamais leurs noms, leurs visages, leurs histoires individuelles. Nous ne saurons jamais quelle mère a pleuré quel enfant, qui a vécu et qui est mort jeune, qui a eu une vie heureuse et qui a souffert. Mais nous savons qu'ils ont existé. Et grâce à Catherine Caldwell, qui a refusé de se taire, et à sœur Marie-Thérèse qui a eu le courage de préserver son témoignage, leur existence n'est pas complètement effacée de l'histoire. C'est un héritage complexe et douloureux. Mais c'est peut-être tout ce qui reste quand on essaie de faire ce qui est juste dans un monde où les structures mêmes de la société sont construites sur l'injustice. Dans le cimetière du couvent de Mobile, la tombe de Catherine porte une pierre simple avec l'inscription « Sœur Marie-Catherine, 1819 à 1889, Requiescat in pace ». Rien n'indique qui elle était vraiment ou ce qu'elle avait vécu. Mais ceux qui connaissent son histoire viennent parfois placer des fleurs sur sa tombe, des descendants d'esclaves de Belhaven, des historiens qui ont étudié son cas, des gens qui ont simplement été touchés par son histoire et qui veulent honorer sa mémoire. Et chaque année, le 23 août, quelqu'un allume une bougie sur sa tombe et la laisse brûler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne naturellement. Personne ne sait qui fait cela, qui maintient cette tradition. Mais la bougie brûle chaque année. Un petit point de lumière dans l'obscurité, un rappel que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, il y a eu des gens qui ont essayé de faire briller la lumière. Samuel, Ruth et leurs 2 enfants n'ont aucune tombe marquée. Leurs corps restent quelque part dans les marécages de Louisiane, revendiqués depuis longtemps par la terre et l'eau.
Mais leur histoire, préservée dans la confession de Catherine et transmise à travers les générations, assure qu'ils ne sont pas complètement oubliés. Et peut-être que c'est la leçon finale de cette histoire terrible, que la vérité, aussi longtemps qu'elle soit supprimée, aussi profondément qu'elle soit enterrée, trouve toujours un moyen de remonter à la surface. Elle peut prendre des décennies, des générations même, mais elle émerge. Les secrets que nous enterrons ne restent pas enterrés pour toujours. Les voix que nous tentons de faire taire trouvent éventuellement un moyen de parler. Et les histoires que nous préférerions oublier refusent d'être oubliées. C'est une pensée à la fois réconfortante et troublante. Réconfortante parce qu'elle suggère que la justice, même tardive et incomplète, est possible. Troublante parce qu'elle nous force à nous demander quels secrets enterrons-nous aujourd'hui qui seront déterrés par les générations futures. Quelle vérité refusons-nous de confronter qui nous jugeront sévèrement dans les livres d'histoire de demain? L'histoire de Catherine Caldwell et de Belhaven n'est pas seulement une histoire sur le passé. C'est aussi un miroir tendu vers le présent, nous demandant de réfléchir à nos propres complicités, nos propres silences, nos propres refus de voir ce qui est inconfortable à voir. Et c'est peut-être pour cela que son histoire continue de résonner, même maintenant, presque 2 siècles après cette nuit d'août fatidique, parce qu'elle nous rappelle que les choix moraux que nous faisons face à l'injustice définissent qui nous sommes, et que ces définitions survivent longtemps après que nous ayons disparu.